j'ai rencontré Vipoulane la première fois dans une grève pour le climat à Paris. La première fois que Greta Thunberg est venue, il y avait une délégation de jeunes de toute l'Europe, dont des jeunes Français, dont Vipoulane. Et bien là, je l'ai trouvé sur Twitter. J'ai commencé à suivre plein de jeunes qui étaient engagés dans les grèves pour le climat. Et un jour, je suis tombé sur un tweet d'elle et je l'ai trouvé super. Donc je l'ai suivi. On a commencé à se parler sur Twitter, puis je suis allé la rencontrer à Londres. J'ai vu que j'avais affaire à un animal assez particulier. Bella et Vipoulane n'ont pas contribué au scénario, mais on dit en général que on écrit un film 3 fois, qu'on l'écrit, quand on le tourne et quand on le monte. Et pour un documentaire, c'est encore plus vrai. Et donc, ils ont contribué à l'écriture au moment du tournage et du montage, on va dire. Au départ, on voulait faire un film vraiment axé sur la question de l'extinction de masse, en cherchant les causes de l'extinction et en trouvant des solutions. Et très rapidement, au fur et à mesure de notre voyage, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la chose la plus intéressante, puisque tout le monde peut parler de l'extinction de masse. Ce qui était le plus intéressant, c'était le voyage que Bella et Vipoulane allaient faire. La transformation qui allait s'opérer en eux, et traverser toutes ces situations, toutes ces émotions, toutes ces connaissances, par leur truchement, par leurs yeux, par leur sensibilité. Et comme c'est ça qui nous est apparu comme étant la chose la plus puissante à faire, j'ai demandé à Bella et Vipoulane de tenir un petit journal pendant tout le voyage. Et à partir de ce journal, on a construit les voix off. On savait ce qu'on voulait filmer au départ, mais un documentaire c'est toujours comme ça. Tu te retrouves dans des situations où le réel n'est pas exactement celui que tu attendais, donc il faut s'adapter. Et c'est bien, c'est ça aussi qui nous plaît. C'est qu'on ait des surprises, un peu. Et on a eu surtout des expériences humaines. Quand on est allé en Inde et qu'on est allé filmer cet avocat indien extraordinaire qui ramasse des tonnes et des tonnes de plastique, au départ on pensait filmer une initiative formidable, et puis en fait on s'est retrouvé plongé dans un monde qui nous a hyper brassés. On a l'impression d'être dans une poubelle géante toute la journée, avec des animaux morts, avec une puanteur terrible, avec des gens qui vivaient juste à côté, et avec des animaux totalement étouffés de plastique qui l'ingéraient. Et donc il a fallu un moment que nous, on encaisse ça, qu'on encaisse aussi le fait de rentrer dans un hôtel d'Occidental le soir, tranquille, en laissant tous ces gens dans cette situation-là. C'était dur pour Bella et Vipoulane, notamment Vipoulane, ça le révoltait vachement d'être dans cette situation de décalage. Ce qu'on essaie de dire avec ce film, c'est que le problème de la crise écologique, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de tonnes de carbone qu'on va économiser, c'est pas non plus un problème où on peut, tu vois, de façon très rationnelle se dire bon, ok, il y a 5 grandes causes d'extinction et on va prendre chacune et on va trouver des solutions. C'est un problème philosophique de positionnement des humains par rapport au reste du monde vivant. On a fini par considérer que le monde vivant était un champ de ressources qu'on pouvait exploiter autant qu'on voulait pour faire marcher la croissance économique. On a chosifié d'une certaine manière le vivant. Et on a oublié qu'on était complètement interdépendants de tous ces écosystèmes, que c'est grâce à eux qu'on peut manger, qu'on peut boire, qu'on peut respirer. Et que s'ils disparaissent, on va disparaître aussi. Donc ce qu'on essaie de faire avec ce film, c'est de plonger les spectateurs dans cette expérience-là, dans l'expérience de ce qu'on est en train de faire, de la colère, de la douleur que ça peut nous occasionner, mais aussi les plonger dans l'émerveillement, l'enthousiasme de voir des animaux dans leur environnement naturel, de voir des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires, et de réveiller en nous cette sensibilité au monde vivant, en se disant ok, donc si on en fait partie, comment est-ce qu'on peut inventer des nouvelles façons d'habiter cette planète qui nous permettent dans 100, 200, 300 ans de continuer à avoir et des humains et tout un tas d'espèces qui sont indispensables à la vie. Et là, l'idée, c'était de se dire que justement toutes les problématiques écologiques, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la disparition des espèces, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit la pollution chimique, elles ont toutes la même cause. Et cette cause, c'est, en gros, nous les humains, on cherche avant tout à faire de la croissance économique avant de défendre le vivant. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on a essayé de construire une trajectoire qui nous permette de comprendre les différents aspects du problème. L'aspect militant, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect philosophique,
et de faire traverser toutes ces dimensions-là à Bella et Vipulan, pour que les spectateurs les traversent aussi, et puissent faire ce cheminement de se dire, bon, alors ok, il y a un problème, bon, alors allons sur le terrain, il y a du plastique, allons le ramasser. Ah oui, mais en fait on va le ramasser, mais il y en a toujours plus, parce qu'on continue à en produire en permanence, à en jeter. Bon, donc il faut avoir une action sur la loi, sur le monde politique. Donc hop, on va au Parlement européen. Et là on se rend compte que le monde politique est largement orienté par l'élite économique, que notre démocratie est un peu malade de ça. Donc on essaie de comprendre quel est le mécanisme économique qui préside à tout ça, qui est ce problème de la croissance économique, etc. Et ensuite, du coup, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'est mis à penser le monde de cette façon-là, à faire passer l'économie avant tout. Et donc on remonte comme ça, et on finit par comprendre que on est des vivants parmi les vivants, en fait, et qu'on a besoin de se resituer là-dedans. Et donc toute la deuxième partie du film est une espèce d'exploration pour redécouvrir le monde vivant qu'on connaît finalement très mal, et ensuite trouver des pistes pour cohabiter avec lui. La dernière action que j'ai menée qui a porté ses fruits, c'est... il y en a deux. C'est d'une part d'avoir attaqué l'État en justice et de le faire condamner à réparer le préjudice climatique de ces 3 dernières années, en gros entre 2017 et 2020. Donc de réduire de 15 millions de tonnes les émissions d'ici fin 2022, sinon ils vont être obligés de payer, ils vont avoir une astreinte financière. L'autre action, c'est d'avoir réussi à convaincre Emmanuel Macron, grâce à tout un rapport de force qu'on avait construit avant de faire une assemblée citoyenne tirée au sort, qui a permis d'avoir une loi climat qui est bien insuffisante, mais qui a quand même fait la démonstration que les citoyens sont capables d'aller plus loin que les responsables politiques quand il s'agit de faire des propositions pour résoudre la crise climatique. Et qui a permis aussi de montrer que notre démocratie est malade. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à enclencher des transformations d'envergure, c'est parce qu'il y a des intérêts privés, qu'on a coutume d'appeler des lobbies, mais ça ne veut rien dire des lobbies, parce qu'il y a des lobbies d'intérêt général aussi, qui ont une influence majeure sur les décisions des responsables politiques. Et ce que ça a évolué, ce qui a évolué, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que depuis 2018, on voit qu'il y a une prise de conscience qui s'est beaucoup élargie de l'urgence climatique à cause des étés qu'on a vécus, qui étaient caniculaires, et avec un certain nombre de phénomènes qui ont permis de voir que le changement climatique, ça y est, c'est déjà là, quoi. Maintenant, ce qui manque dans le militantisme, et qui manque depuis longtemps, c'est des objectifs clairs et une stratégie. C'est difficile de faire dire au mouvement climat, par exemple, à quoi ils veulent parvenir, pour de vrai. Si on arrivait à gagner, en gros, on aurait quoi? Parce que si on n'arrive pas à définir ça, c'est très difficile ensuite de construire une stratégie avec des étapes qui nous permettent d'y parvenir. Et pour l'instant, c'est un peu des one-shot, quoi. C'est-à-dire que là, il y a donc Look Up, et puis après il y a les élections, donc on va refaire une marche pour le climat, bon, ok. Puis on fait une marche, et puis après quoi? C'est ça toute la question. Donc ce qu'on avait fait avec les marches à partir de septembre 2018, puis le lien avec les Gilets jaunes, puis l'affaire du siècle, c'était justement d'essayer de construire une stratégie qui nous amène quelque part. Et ce quelque part, c'était avoir une assemblée citoyenne tirée au sort et essayer d'avoir une loi climat. Ouais, j'ai 3 documentaires que j'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle Thierry Robert, qui vont sortir sur Arte à la rentrée, là. 3 sur le climat, 1 sur la résistance, 1 sur l'adaptation et 1 sur la régénération. Je suis en train d'écrire une série de fiction, donc a priori pour une plateforme, qui imagine une révolution dans les 10 ou 15 ans en Europe. Et puis je suis en train d'adapter un roman de Pierre Ducrozet qui s'appelle Le Grand Vertige, qui sera un film de fiction aussi. De quoi s'occuper.